Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire tout simplement. Aujourd'hui, à la base, je comptais vous faire une vidéo sur l'événement du week-end impérial qui s'est déroulé à Rambouillet ces 9 et 10 octobre. Mais en arrivant là-bas, j'ai rencontré plein de gens vêtus en costume d'époque qui nous ont montré les anciens métiers, les anciennes façons de vivre, la vie du soldat à l'époque. Alors je me suis posé la question, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là et d'où ils viennent? Et j'ai découvert une activité, l'activité de reconstitueur historique. Et c'est quoi un reconstitueur historique? Eh bien, vous allez le voir dans cette vidéo. Nous sommes ici au palais du roi de Rome où se tient en ce moment la reconstitution du week-end impérial. Et nous avons face à nous deux reconstitueurs qui vont nous expliquer pourquoi ils font cela. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes habillés comme ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, nous participons, comme tu viens de le dire, au week-end impérial de Rambouillet. Nous sommes des reconstitueurs. Notre association, qui s'appelle Rochefort en Histoire, vient de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Et nous sommes là aujourd'hui pour présenter les petits métiers de rue du Premier Empire. Donc on a des costumes qui représentent la manière dont étaient habillés les gens à cette époque-là. Nos sources essentielles, on va les retrouver sur l'iconographie qu'on a essentiellement sur la Bibliothèque nationale. On va avoir des sources qui nous permettent de reconstituer, de fabriquer nos costumes nous-mêmes, de fabriquer nos accessoires. Et après, pour tout ce qui est, c'est la lecture qui nous apporte tout ce qu'on peut reproduire comme acte de la vie quotidienne des gens de cette époque-là. Comment créez-vous vos costumes et sur quelle base historique vous appuyez-vous? Alors, sur différentes bases. La première, c'est l'iconographie. Donc on va chercher dans des gravures existantes par exemple. Voilà. Là, on a des gravures d'un illustrateur qui s'appelait Carl Vernet et qui nous permettent de reconstituer à la fois des postures et surtout des costumes. Hein, voilà, par exemple, là, on a un marchand de billets de loterie et qui va la concrétisation de ce costume. Voilà, on la trouve ici. Hein. Donc ça, c'est ce qui nous permet, la base, c'est ça. Et ensuite, pour avoir des vêtements qui soient les plus proches possibles de ce qu'ils pouvaient être à cette époque-là, on a des patrons, on trouve des patrons relativement facilement sur le net qui nous permettent de reproduire vraiment des costumes avec des coupes historiques. Voilà. Et après il y a la lecture, puisqu'en fait bon là c'est juste une image, mais sur les comportements, sur la manière de crier, la manière de se déplacer, on va retrouver ça aussi dans des livres d'époque. Et concernant cette période du Premier Empire, il y a énormément de sources. Et surtout aussi beaucoup de sources populaires. Voilà, on a même des billets de loterie, des reproductions de billets de loterie de l'époque. Loterie impériale de France. D'ailleurs, connaissez-vous le rôle du décroteur? Non? Eh bien regardez, vous allez le savoir tout de suite. Bonjour, bonjour! Approchez! Venez voir le rôle du décroteur. Alors, sais-tu ce que c'est qu'un décroteur? Pas exactement, non. Alors, je me présente. Je suis Grégoire Laplanche, le décroteur de la rue des Pelletiers. La rue des Pelletiers, c'est là où on travaille le cuir, la peau et autres, et on jette tous les détritus dans la rue. Donc les rues sont de véritables marigots. On est en 1800, c'est très sale et autres. Et le rôle du décroteur permet aux personnes de traverser la rue d'un côté à l'autre sans se salir les pieds. Puisque les personnes à cette époque-là portent encore des bas et des belles chaussures. Donc ils font appel aux décrotteurs. Décrotteur, décrotteur, hop, on a besoin d'un décrotteur. Le décrotteur arrive avec sa planche. À partir de là, il met sa planche en travers de la rue. Et à partir de là, monsieur, vous pouvez traverser sans vous salir les pieds. Mais il ne faut pas oublier, passer, mais payer, monsieur. Vas-y, tu me tapes dans la main. Merci, voilà. Traverser, le cri du décrotteur, passer, payer. Quand les gens entendent cette phrase, ils savent qu'il y a un décrotteur pour les faire traverser simplement. On est dans les années 1800, 1830, environ 1840. Les rues deviennent de plus ou moins propres avec le temps. On commence à paver les rues, donc le rôle du décrotteur n'a plus une réelle utilité. Qu'est-ce qu'il va? Ce métier va se transformer simplement en cireur de chaussures. L'ancien métier des cireurs de chaussures, c'est le décrotteur des rues de Paris. Voilà l'histoire du décrotteur. Et pour finir, la rue des Pelletiers, sais-tu où elle se trouve? Non. Alors c'était une rue qui existait sur l'île de la Cité, à Paris, et cette rue aujourd'hui traverse le marché aux fleurs. Elle n'existe plus, aujourd'hui c'est le marché aux fleurs de l'île de la Cité. Voilà,
l'histoire du décrotteur des rues de Paris. Merci beaucoup. Et bien voilà, au moins, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Mais à cette époque, l'hygiène est quand même présente, notamment grâce à l'eau. On vous explique ça tout de suite. À propos de l'eau, nous avons donc l'eau, bien que polluée, est quand même plutôt rare et chère, donc on va l'économiser. Pour économiser l'eau qu'on est allé chercher soit au puits, soit qu'on a fait venir par l'intermédiaire d'un porteur d'eau, on va utiliser cet instrument qui s'appelle une cassotte ou une quad et qui permet de pouvoir utiliser l'eau et l'économiser, surtout quand on a terminé, hop, on remet l'eau non utilisée dans le seau, ce qui évite aussi de se tremper les mains dedans et de salir. Et de même, dans cet esprit-là, on va avoir aussi un petit instrument qui permet d'arroser ce qu'on veut d'ailleurs, et qui s'appelle le chantepleur. Donc c'est un instrument en terre cuite qui se remplit d'eau quand on le plonge dans le seau et qui se vide quand on lâche le trou qui laisse rentrer l'air. Et voilà, ça permet d'économiser. L'économie, c'est vraiment l'économie de tout, des matériaux, des produits, c'est la règle de vie essentielle de cette époque-là. J'ai même pu me laver les mains à la mode Premier Empire. C'est génial. Et voilà. À l'intérieur du palais, on trouve toute une collection de vêtements de cette époque exposés ici. Continuons maintenant notre visite au château de Rambouillet. C'est parti! Nous sommes ici au château de Rambouillet où nous allons découvrir des petites scénettes sur la vie de Napoléon au château. Nous avons d'abord été accueillis par l'empereur qui sortait en calèche avant d'aller retrouver nos scénettes. La vie de l'empereur ici à Rambouillet est une vie intime, une vie familiale. Il aime venir ici pour passer du temps, en famille et pour chasser. La broche assortie, le peigne. Regardez comme c'est bien exécuté. C'est ravissant. Pas de décoration du tout. Oui, ça c'est la base. Voilà, c'est la base. Nous attendons votre choix. Et vous croyez que je me repose? Sachez que le médecin, monsieur Corbizard, est en train de veiller sur la santé de l'impératrice et de son fils. Ah! L'empereur exige que personne n'entre dans les appartements. Pas même les premières dames. Oui, mais... Pas même les premiers valets. Je veille donc sur la porte. Bien. Après cette belle visite, l'empereur a été accueilli par une fanfare.
J'ai même pu faire une photo avec lui, regardez. Rendez-vous maintenant à la bergerie impériale, ou nationale, où nous avons été accueillis très chaleureusement. C'est là que nous rencontrons un passionné d'histoire impériale, Pascal Jonard, qui va tout nous expliquer sur le reconstitueur historique. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Pascal Jonard, je viens de l'Allier, à Moulins. Et à Moulins, c'est là que le siège de notre groupe, qui est le 17e léger, qui est un groupe justement qui a été basé à Moulins, Bourges et Vierzon. Et donc dans ce groupe, le 17e léger, leur successeur, c'est le 92e RI de Clermont-Ferrand. Pouvez-vous présenter votre équipement? Bien moi là je suis en tenue, en petite tenue, parce que j'ai une grande tenue brodée, plus une petite tenue, et je suis en adjudant-commandant. C'était un grade intermédiaire entre colonel et général. L'appellation est mon colonel, et d'ailleurs jusque sous le consulat on s'appelait adjudants généraux. Mais comme on pouvait se faire passer pour des généraux, donc ça a changé, adjudant-commandant et général. Donc voilà, et ça fait à peu près, je suis dans ma 26e année de reconstitution. Et j'ai été à peu près sur tous les lieux, toutes les batailles, que ce soit la Bérésina, Austerlitz, Siena, Leipzig, Marengo, enfin, etc. Comment se procure-t-on votre équipement? Eh bien, de différentes manières, où on forme des couturières à qui on donne des patrons, ou comme dans mon cas, c'est un maître artisan de l'armée de l'époque qui m'a fait mes différentes tenues. Il y en a qui se débrouillent aussi pour faire beaucoup de choses par eux-mêmes, et puis on refait des matrices dès qu'on trouve des boutons d'époque, enfin, etc., pour être le plus près possible et le plus conforme possible pour toucher la période. Est-ce que ça coûte cher? Alors, selon les équipements, oui, il y a différents coûts, mais enfin, même comme nos carabiniers du 17e léger, bon, vous avez déjà un fusil qui est au-dessus de 1000 €. Pareil, il y a le bonnet à poil, il y a les tentes, il y a les tenues, donc c'est un budget. Donc, en premier lieu, on a du matériel en plus pour prêter, essayer. Puis après, petit à petit, les gens qui sont vraiment intéressés s'équipent tout doucement. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité de reconstitueur? Les motivations, moi, il y a un peu toutes sortes de motivations. Bon, il y en a certains qui viendront plus pour le côté uniformologique, d'autres pour l'empereur, d'autres pour différentes choses. Moi, tout me motive. Bon, je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit, déjà dès l'âge de 5-6 ans dans les cours de récréation, il y avait déjà de l'entraînement napoléonien. Donc, et puis l'esprit de camaraderie, parce qu'on retrouve des gens de l'Europe entière qui ont les mêmes motivations, donc il y a une fraternité extraordinaire. C'est fabuleux que 200 ans après, on arrive à recréer en symbiose tous ces événements extraordinaires qui ont lieu. Donc vraiment, tout me passionne dans la période civile, militaire, uniformologie, connaissance, etc. J'imagine que tout reconstitueur est un passionné d'histoire. Comment vous renseignez-vous sur les uniformes de l'époque napoléonienne? Bien, oui, passionné d'histoire, il y en a à différents degrés, si vous voulez. Il y en a qui apprennent sur le temps en étant avec nous. Il y en a plein qui font d'énormes recherches, qui sont hyper pointues et qui essayent d'appliquer ça sur les bivouacs comme ils le peuvent. Parce que bon, on ne pourra jamais être à 100% comme les gens de l'époque, parce qu'on ne connaîtra jamais la faim, la souffrance, les blessures, le froid. Le froid, on touche un peu de temps en temps sous les tentes, la chaleur aussi, mais je veux dire, donc on se rapproche le plus près possible, mais il y a beaucoup de sources, il y en a beaucoup qui font des recherches comme à Vincennes, enfin, puis on a beaucoup d'amis historiens du souvenir napoléonien aussi, donc il y a des colloques, des conférences, des renseignements, il y a beaucoup d'écrits, il y a des souvenirs de gens d'époque aussi, donc il y a beaucoup de sources, et puis maintenant, grâce à ce qu'on n'avait pas au début, maintenant avec les réseaux sociaux, ça se développe de plus en plus pour les contacts et les connaissances également. Si quelqu'un qui nous regarde souhaite devenir reconstitueur, quel conseil lui donneriez-vous? Le premier conseil, si vraiment il se sent apte à vouloir, c'est essayer. Il faut venir sur un bivouac, voir si l'ambiance plaît, et puis après on trouve sa motivation, puis en plus on prête une tenue, donc on passe de l'autre côté du miroir.
Et puis là, la flamme vient ou pas, et puis après, dans l'année, si on veut, on peut faire 2 ou 3 sorties ou un peu plus. Et petit à petit, on voit tout ce qui se passe, et puis on apprend à connaître les autres groupes, on va à l'étranger, ça permet aussi de voyager, et puis d'approfondir des connaissances déjà par le oral et tout. Et en plus de ça, je crois que l'humain entre nous joue beaucoup pour que tout se passe bien. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus rien. On est vraiment en symbiose dans une période de l'histoire qui nous réunit tous. Bon, on a voulu regarder des manœuvres militaires dans un champ, mais ça a un peu dégénéré. J'ai aussi essayé de me faire enrôler, mais ça n'a pas marché. Moi aussi je suis volontaire, je veux rejoindre l'Empire, les soldats de l'Empire. Allez-y messieurs, allez-y. C'est là les volontaires. Ah, on est pas mal là. Quand vous me le mettez fusillé celui-là. Ah ouais. Ah, fusillé alors. Allez. Et regardez, là, j'en ai trouvé un mieux d'enfant. Ah oui, regardez, celui-là il est bien. Ah, je m'attends là. Ouais, mais il est pâle là. Allez-y madame. Jeff, t'es où Jeff? Venez rejoindre l'armée de l'Empire là. Il est ouvre la bouche là. Ouvre la. Ah, c'est pas mal. Il a les dents complètement pourries. Ah, mais j'y connais rien moi docteur, c'est pour ça que je vous le donne. Il a les dents pourries. Bon allez, la rigueur. Attends, allez, 33. 33, dites 33 là. 33 encore. Encore. Ah là là, lui aussi il a un petit peu. Bon, enfin c'est pas trop grave. Bon tu rejoins ton pote, allez, vous allez tous les deux sanatorium. Allez, terminé. Mais le Premier Empire ne se limite pas aux soldats. Il y a aussi les paysans que nous avons retrouvés à la bergerie. Regardez. Qu'est-ce que vous représentez ici? Ah ben voilà, je vais te le montrer. Ici, nous sommes des paysans. Et ici, tu vois un paysan en train de battre le blé. C'est-à-dire, comme vous voyez, il est en train de taper dessus pour récupérer des toutes petites graines que vous voyez ici dans le pot. Voilà. Voilà, donc on avait ceci. Voilà, après on les tapait en l'air, on soufflait, et tu vois, il reste les petites graines. Ceci après était passé dans les moulins. Voilà. Et avec ça, tu avais la farine. Mais tu devais la passer dans la tamiser pour éviter pour avoir toute la farine blanche et l'autre farine qui était beaucoup plus nombreuse que la farine blanche. C'est pour ça que les gens disaient tu as déjà mangé tout au pain blanc parce que tu n'avais pas beaucoup de farine blanche. Qu'est-ce qui vous motive à faire ces reconstitutions? Ah ben c'est pour montrer aux gens que avant il n'y avait pas de machine, on faisait tout à la main. Et il y a beaucoup qui ne savent plus comment on faisait avant. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est qu'un fléau par exemple. Le fléau c'est l'instrument qu'il a dans sa main. Voilà. Et on veut que tout le monde sache comment ça se passait à l'avant. Est-ce que vous êtes dans une association? On ne peut pas appeler une association, on est une bande d'amis, nous sommes des Belges. Et nous sommes partis au départ, c'était des soldats partout. Chaque fois qu'il y avait reconstitution, c'était des soldats, c'était des batailles, mais on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière, quoi. Alors on a décidé de faire quelque chose pour montrer aux gens qu'il n'y avait pas que les soldats. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va se faire des paysans. D'habitude, on se promène aussi avec quelques canards ou quelques poules, tous des trucs qu'on pouvait emporter et avoir, quoi. J'ai même battu le blé. Pas mal, non? J'ai également aidé le maréchal Ferrand au prix de nombreux efforts. Après le remettre à bonne forme, tu peux aller un peu plus vite s'il te plaît? Et pour finir, ça vous plairait d'aller voir des soldats de Napoléon? Allez, c'est parti!
Quel personnage représentez-vous? Quel rôle jouez-vous? Alors moi je représente un fusilier d'infanterie de ligne, donc c'est globalement le gros de la troupe, ce qu'on retrouve le plus souvent sur les champs de bataille à l'époque. Donc on peut le voir grâce au shako qui va permettre d'identifier le numéro du régiment. Donc là il y a un 14 qui indique le numéro du régiment en tôle emboutie. Donc là ça indique que c'est un régiment, le 14e. Et vu que la plaque est dorée, ça indique que c'est un régiment d'infanterie de ligne. Donc en fait il y a deux types d'infanterie à l'époque. L'infanterie de ligne et l'infanterie légère. Donc pour l'infanterie de ligne, la plaque est dorée, pour l'infanterie légère, la plaque est argentée, tout simplement. Là, on a la compagnie. Donc en fait, la couleur du pompon indique la compagnie. Donc pour la première compagnie, c'est pompon vert. La deuxième, c'est pompon bleu. La troisième, c'est pompon orange. Et la quatrième, c'est pompon violet. Il existe aussi deux compagnies qui sont dites d'élite en fait. Donc là, on voit que j'ai pas d'épaulettes. Donc il y a des grenadiers, donc là épaulette rouge, donc qui indique qu'une compagnie d'élite, donc en général les gros bourrins comme lui, en général c'est les hommes les plus grands du régiment. Donc là on voit que par sa taille, il peut pleinement rejoindre la compagnie de grenadiers. Donc en général c'est eux qui foncent dans le tas, c'est globalement l'élite quand il faut rentrer dans le tas à la baïonnette, c'est eux. Et à côté de ça on a une compagnie de voltigeurs, donc là c'est les épaulettes jaunes. Donc là c'est des tirailleurs, en général des hommes petits qui courent assez vite. Donc là en fait leur objectif va être de se déployer devant le régiment et d'abattre les officiers, les tambours, etc. pour désorganiser l'ennemi. C'est des tireurs d'élite quoi globalement. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos uniformes et vos armes? Donc pour l'uniforme j'en ai déjà parlé, donc là c'est l'habit, donc c'est un habit bleu en drap de laine, donc là on voit qu'il est ouvert, donc ça correspond globalement à la période 1806 par là. Par la suite en 1812 il est retravaillé, donc en fait il s'arrête là globalement, et encore avant il est plus ouvert. Donc c'est en fonction de la période surtout. Donc on retrouve dessus les trois couleurs nationales du drapeau français, donc le rouge, le bleu et le blanc. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Par-dessous, en fait, c'est un gilet sans manches. Encore en dessous, c'est une chemise à manches longues. Et pour le bas, c'est un simple, soit un pantalon de route, soit ce qu'on appelle une culotte. Donc une culotte, en fait, comme à l'époque on disait les sans culottes, c'est un pantacourt en fait. C'est un pantalon, enfin un pantacourt qui s'arrête globalement juste au-dessus des genoux. Et du coup, habituellement sur la culotte, on fixe les guêtres. Là, on voit que en fait, là, il manque des boutons. Donc en fait, sur la culotte, il y a juste le bouton. Donc en fait, on l'attache comme ça. Mais là, c'est un pantalon, donc on ne peut pas l'attacher. Donc ça, c'est un fusil Charleville modèle 1777, modifié en neuf. Donc en fait, à l'époque, donc ça, c'est la cartouchière. Donc en fait, à l'époque, il y a des cartouches en papier à l'intérieur. Donc le soldat prend une cartouche, il la déchire avec ses dents. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit les dents du bonheur quand elles sont écartées, parce qu'en fait, si le soldat a ces dents-là à l'époque, il est automatiquement réformé, il ne va pas à la guerre. Donc ça le sauve en fait. Donc dans la cartouche, il y a de la poudre noire et une bille de plomb. Donc c'est la balle en fait. Donc vous allez mettre une petite charge de poudre là-dedans. Ça c'est la cartouche d'époque, elle est faite en papier. Un petit peu de poudre là-dedans. Vous refermez le bassinet. Vous passez l'arme à gauche, c'est d'ailleurs de là que vient l'expression en fait, parce que c'est le seul moment où l'arme n'est pas chargée et où le soldat présente ses organes vitaux. Parce qu'habituellement en fait il est toujours recroquevillé sur lui-même pour exposer son bras aux balles, pour le sauver en fait, pour le protéger. Vous mettez la balle et le reste de poudre à l'intérieur, vous prenez la baguette. Du coup vous bourrez, vous mettez en fait la poudre bien au fond du canon. Après vous remettez la baguette. Et en fait, lorsque vous allez tirer, donc là vous avez un silex, donc lorsque vous allez tirer, en fait ça va faire une étincelle là-dessus. Ça va mettre le feu à la poudre qui est à l'intérieur, et par un trou que vous voyez ici, ça va mettre le feu à la poudre en fait qu'il y a à l'intérieur du canon. Normalement il y a un petit trou juste là, et du coup c'est comme ça que le coup va partir en fait. Du coup là on va détailler un chargement en 12 temps, donc le temps qu'il faut aux soldats et comment c'était fait réglementairement à l'époque. Donc pour un feu de peloton, chargez vos armes, ouvrez le bassinet, prenez la cartouche, déchirez la cartouche, amorcez, refermez le bassinet, passez l'arme à gauche, cartouche dans le canon, tirez la baguette, bourrez,
Remettez la baguette. Portez, arme. Apprêtez, arme. Joue. Ouais. Joue. Feu. Portez vos armes. Chien au repos. Donc un bon soldat à l'époque peut tirer en toutes les 20-30 secondes quoi. 3 coups à la minute globalement. Après il y a encore le stress du champ de bataille, etc., etc. Si le soldat est entraîné, il y a énormément de facteurs en fait qui jouent. Partons maintenant à Fontainebleau pour découvrir la suite de l'histoire. Nous voici maintenant à Fontainebleau, ce château de légende, pour continuer l'aventure napoléonienne. Mais connaissez-vous un peu l'histoire de la mode et les vêtements du Premier Empire? Eh bien, vous allez les découvrir tout de suite. Bonjour madame, pouvez-vous présenter votre tenue? Oui, bien sûr. Alors, c'est une tenue Premier Empire. Vous voyez la robe à taille haute, le petit Spencer assorti d'inspiration militaire. Le réticule, c'est la première fois au Premier Empire qu'on commence à avoir des petits sacs. Avant, on avait des poches en dessous des robes. Les chaussures plates, le chapeau à la Pamela, inspiré d'une héroïne d'un roman anglais. Et puis le châle, c'était très à la mode les châles à l'époque. On commençait à avoir des châles qui venaient d'Inde, en cachemire, en beau cachemire. Donc là, c'est la tenue d'une dame de la haute bourgeoisie qui a quand même les moyens. Et faites-vous vos reconstitutions dans le cadre d'une association? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Je fais partie d'une association qui s'appelle le Ministère des Modes. Donc le nom de l'association est inspiré de la couturière de Marie-Antoinette qui s'appelait Rose Bertin et son surnom c'était la ministre des Modes. Donc nous on fait des reconstitutions, des animations multi-époques. Donc, par exemple cette année nous sommes allés au mois de juin au jardin de Bagatelle en costume impressionniste. Nous sommes également allés aux Journées du patrimoine au désert de Retz en costume 18e siècle. Faisons des sorties un peu de toutes les époques. Et le but vraiment des membres, c'est de faire des recherches sur comment on construisait les vêtements à l'époque, comment on les portait, que ce soit du milieu populaire jusqu'au milieu aristocratique, montrer ça au public et expliquer aussi le mode de vie, parce que le mode de vie et les vêtements sont très liés entre eux. On trouve ça absolument passionnant. Merci beaucoup. De rien. C'est à Fontainebleau que nous avons retrouvé Pascal Jonard, qui nous fait visiter sa grande tente d'état-major. Pouvez-vous nous faire visiter rapidement la tente de l'état-major? Oui, ben là vous êtes dans la tente de l'état-major de l'adjudant-commandant. Je suis donc ici en grande tenue. Et d'ailleurs nous voyons mon symbole de commandement sur la tente. Et à l'intérieur, c'est là que se réunit tout l'état-major pour prévoir ce qu'il faut faire aux troupes. Voilà, donc là vous avez un aide de camp, vous voyez. Et nous dormons donc sur le côté. Merci beaucoup. De rien. C'est aussi au château de Fontainebleau que nous avons rencontré Marc Schneider, un autre sosie de Napoléon, avec qui nous avons pu faire une photo. Marc Schneider est considéré comme le sosie officiel de Napoléon. Il a rejoué toutes les grandes batailles du Premier Empire et a aussi des souvenirs derrière lui. Quand il était petit, on se moquait de lui pour sa petite taille, un peu comme son illustre prédécesseur. Il est aujourd'hui acteur et incarne notamment Lafayette. Et pour finir, quelques petites images inédites du château de Fontainebleau.
Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo exceptionnelle qui m'a permis de découvrir l'activité de reconstitueur historique. Ce que je retiens des personnes que nous avons rencontrées, c'est que ce sont de vrais passionnés d'histoire. Ne croyez pas que ce sont de simples figurants, bien au contraire, ce sont des hommes et des femmes qui se documentent, qui font des recherches, qui sont capables de vous raconter des pans d'histoire et de vous la faire vivre comme en vrai. Et ça, c'est extraordinaire. Pour ma part, je pense que dans quelques années, j'irai rejoindre l'armée impériale et devenir moi-même reconstitueur historique parce que cette vidéo aura été pour moi une révélation. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner pour notre vidéo et qui ont accepté de nous raconter leur passion. Tout le monde a été très gentil et passionnant, j'ai passé de super moments. Un merci tout particulier à Pascal Jonard dont les connaissances sur l'Empire et son implication depuis 26 ans en tant que reconstitueur historique m'ont réellement impressionné. Et pour finir, je n'ai qu'une chose à dire. Vive l'empereur!